Les idées, on ne sait jamais vraiment d'où elles viennent et j'ai eu la chance de jamais, en 16 ans à Quantique, de jamais me retrouver à la fin d'un projet totalement démuni, avec pas une idée, en me disant vite, il faut que je trouve quelque chose pour le prochain. En fait, je fourmille d'idées tout le temps en permanence et j'ai toujours 3, 4 projets en tête, des histoires que j'ai envie de raconter, des univers que j'ai envie d'explorer. Et en fait, souvent, je les garde en tête pendant longtemps, j'écris rien. Et au moment où je sens qu'elles sont prêtes à être couchées sur papier, alors je me mets à travailler. Et souvent, c'est sur les derniers mois du projet, qui sont souvent extrêmement stressants, où on est complètement focalisé sur le projet en cours. On a besoin de temps en temps un peu de s'évader, de penser un peu à autre chose, et c'est les moments que je mets à profit pour réfléchir à la suite. Mais dans le cas de Beyond, je pense qu'il y avait il y a peut-être 2 origines à l'idée. D'abord, il y a quelque chose qui m'est vraiment arrivé sur Heavy Rain, où vraiment j'ai réalisé pour la première fois qu'on pouvait écrire sur un sujet personnel. Souvent les jeux vidéo sont sur des conflits, des monstres, des guerres, des choses comme ça. Et avec Heavy Rain, à titre personnel en tout cas, moi j'ai découvert qu'on pouvait parler de quelque chose qu'on a vécu, qui nous touche personnellement. Dans le cas d'Heavy Rain, c'était ma relation de jeune père avec mon fils. Et dans le cas de Beyond, j'ai perdu quelqu'un de très proche, à qui je pense tous les jours. Et voilà, et c'était vraiment un moment vraiment dur. Enfin, tous les gens qui ont été confrontés à un décès savent de quoi je parle. Et voilà, c'est vraiment des moments difficiles et il y a une partie de l'histoire de Beyond qui vient certainement de cette expérience-là. Chaque jeu a un peu son processus de fabrication, chaque studio a un peu sa manière de faire. À Quantique, la manière de travailler sur un projet est une première étape qui est l'écriture et la pré-production d'une certaine manière du projet qui dure à peu près 1 an, pendant laquelle moi je m'isole relativement. Je travaille chez moi et je viens 1 jour par semaine au studio pour suivre un peu ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, l'équipe souvent développe la technologie, change de moteur, avance sur les outils, fait tout ce travail de fond qui est absolument indispensable pour le projet. Donc ça c'est la première année. La deuxième année, on entre en phase vraiment de production. Donc là, on a souvent les designs graphiques, c'est-à-dire toutes les illustrations qui vont servir à fabriquer le jeu, qui vont commencer à être assemblées. On commence la production graphique 3D, vraiment assembler les personnages, à créer les décors. Et surtout, on commence les tournages motion capture, dans la pièce dans laquelle on est d'ailleurs. Ça aussi, ça dure à peu près 1 an. Donc les tournages, c'est quelque chose qui est assez intense, assez prenant, puisqu'on tourne 1 an quasiment tous les jours. On a une quantité d'animation absolument invraisemblable, puisque tout est contextuel, on réutilise très peu de choses. Presque chaque animation du jeu est unique et vue une seule fois dans le jeu. Donc à l'échelle du jeu, je ne sais pas, sur Beyond, on doit être à 50 000 animations uniques, quelque chose comme ça, ce qui est un truc débile, déraisonnable, clairement. Et voilà, donc ça dure 1 an. Et la dernière année, vraiment, ce qu'au cinéma on appellerait de la post-production, c'est le fait d'assembler tout ça. On a eu nos animations, on a nos décors, on a nos personnages, on a tout ça qui est fait. Maintenant, il va falloir faire un jeu avec tout ça. Donc on va les assembler dans un outil, là aussi, qu'on a développé à Quantique, qui permet de faire ce qu'on appelle du scripting, de l'assemblage, de mettre des conditions, de mettre des variables, vraiment d'assembler le jeu et surtout de commencer à le régler, de commencer à le filmer, de travailler sur la musique, de travailler sur le sound design, de travailler sur tout ce qui va faire que le jeu va prendre forme à la fin. Donc moi c'est aussi ces 3 périodes pendant lesquelles je suis très pris. C'est vraiment 3 phases pour moi dans mon travail. L'écriture c'est quelque chose qui est complètement obnubilant d'une certaine manière. On est vraiment dedans et on pense à rien d'autre. Les tournages c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très exigeant, ça demande énormément d'organisation, énormément de concentration, qu'on finit la deuxième année encore plus épuisé que la première. Et la troisième, c'est le stress, c'est les contraintes de temps, c'est la démo de ci, la démo de ça, et les milestones, et l'alpha, et la bêta, et le master. Toutes ces versions qu'il faut absolument tomber en temps et en heure, c'est le moment où vraiment il y a une pression autour du projet qui est assez importante parce qu'il faut tenir les dates, il faut tenir la qualité. Et puis il y a la vision qui doit s'assembler, il y a toujours un peu l'angoisse de se dire bon, et si on a fait tout ça et qu'à la fin la sauce ne prend pas, qu'est-ce qu'on va faire?
Et cette réponse, on l'a finalement dans les derniers mois du développement. C'est-à-dire qu'on travaille pendant 2 ans et demi sans vraiment savoir ce qu'on est en train de faire, où on va, en croisant les doigts, en se faisant une idée de bon, on croit qu'on a pris les bonnes décisions. Mais les réponses, on les a dans les tout derniers mois et on voit le jeu apparaître à l'écran, on met la musique, on met des caméras, on met du gameplay évidemment et on regarde comment tout ça s'assemble. Et soit ça prend pas. Donc c'est une pression supplémentaire. Alors le type de jeu qu'on fait, que ce soit Heavy Rain ou que ce soit Beyond, ont une particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont impossibles à changer, ou très difficiles, très compliquées, très coûteuses à changer. Et il y a toute une partie qui est extrêmement souple et malléable. Donc toute la partie qu'il est difficile de changer, c'est une fois qu'on a posé l'histoire et qu'elle est validée, c'est très difficile de changer d'avis, pour une raison simple, c'est qu'il y a toute une machinerie qui se met en place derrière. Il y a des designers, il y a des graphistes, il y a des animateurs, il y a des acteurs, tout ce monde-là se met en branle et il est vraiment très difficile de dire « Ah, attendez les gars, j'ai une autre idée pour une autre scène, vous allez voir, ça va être super ». Ça, c'est très compliqué. Et donc, ça n'arrive pas. Par contre, il y a une énorme place qui est réservée, qui est la manière dont on va jouer cette histoire. Et ça, moi, j'essaye d'éviter au stade de l'écriture de tout mélanger. C'est-à-dire, j'essaye vraiment de me focuser sur c'est quoi l'expérience que je veux créer. Mais ensuite, toute la manière dont elle va être jouée est quelque chose qui va être beaucoup plus itératif. C'est quelque chose qui est difficile de définir sur papier en disant avec un crayon, un stylo, une feuille et de dire voilà comment ça va se jouer avec des boutons et j'appuie sur X ici et sur rond là. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qu'il faut faire à l'écran. Une fois que le jeu commence à s'assembler, à prendre forme, il y a un gros travail qui est fait en interne. Il y a une équipe gameplay qui travaille sur le jeu. On assemble des idées, on essaye de trouver des nouvelles idées d'interface un peu à chaque jeu. Beaucoup de studios ont construit quelque chose et le développent et l'améliorent au fur et à mesure. Nous, on est en quête perpétuelle de l'interface idéale et donc on itère beaucoup, on essaye des choses. Souvent le point de départ c'est le jeu d'avant, mais il est rare qu'on termine sur la même interface que le jeu précédent. Beyond se joue relativement différemment de Heavy Rain. Et cette idée, on va très vite la confronter avec des gens. Parce que notre expérience, c'est que quand nous, on commence à mettre un truc en place, au bout d'un moment, ça nous plaît. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus trop si ça nous plaît parce que c'est bien ou si ça nous plaît parce qu'on y est tellement habitué que tout nous semble évident, logique, naturel, et donc on n'a plus de recul sur ce qu'on fait. Donc dès on sent qu'on atteint ce stade, autour de la bêta en général du jeu, ou un peu avant, on va commencer à faire ce qu'on appelle les user tests, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens de l'extérieur qui sont recrutés par des agences spécialisées en fonction de leur profil, des jeux auxquels ils ont joué, de ci, de ça. Et ces gens vont venir tester le jeu et donner un avis. Alors il y a une procédure, il y a un protocole qui est en place, qui est extrêmement rigoureux, qui est connu dans l'industrie, mais par exemple, il n'y a jamais de développeurs présents sur les lieux. On ne rencontre jamais directement les gens des user tests. Parce qu'on ne veut pas sympathiser, on ne veut pas qu'ils n'osent pas nous dire vraiment ce qu'ils pensent. Donc toutes les questions sont posées par des gens de Sony qui disent « moi je ne travaille pas pour le studio, ça me fait ni chaud ni froid, vous en disiez du bien ou du mal, ça ne change rien à ma vie, donc sentez-vous libre de dire ce que vous avez envie de dire ». Donc on essaye surtout de ne pas avoir de relation quelconque avec ces gens. Par contre, on est derrière des miroirs sans teint, alors ça fait très agent secret et interrogatoire, etc. Mais tous ces user sessions sont filmés. Et nous, on observe ça, évidemment, scrupuleusement. Et ensuite, il y a des tables rondes qui sont organisées où les utilisateurs échangent sur leur expérience de jeu. Et alors, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement pénible et difficile à regarder pour un développeur, parce qu'on est là sur sa chaise, on a dit oh, « je vais y aller, je vais les tuer ». Ou ils sont trop bêtes, ils n'ont pas compris ça, c'était pourtant évident. Ben non, évidemment, c'est eux qui ont raison, bien sûr, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'on doit changer pour essayer que le jeu soit meilleur. Et on fait beaucoup de sessions, et plus ça avance, plus on en fait. On essaye d'avoir un feedback le plus tôt possible sur la jouabilité du jeu, sur la compréhension de l'histoire, sur les moments où le joueur est coincé ou ne comprend pas ce qu'il doit faire. Pour pouvoir évidemment revenir au studio, fixer tout ce qu'on peut fixer, retourner, refaire une session de user test et voir si on a amélioré le jeu ou pas. Souvent, il y a des idées qui apparaissent en cours de développement qui sont des choses qui ont pris un peu plus de temps à mûrir et à arriver et qui sont souvent imposées comme une évidence
à un moment dans le développement en se disant bah, oui, c'est évident, pourquoi on n'y a pas pensé avant, c'est bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et il y a vraiment une chose qui me hante depuis plusieurs années, qui est arrivée totalement par hasard, c'est on a découvert à partir de Fahrenheit des gens qui sont venus nous dire j'ai beaucoup aimé le jeu, bien, et c'est le seul jeu auquel j'ai joué avec ma femme ou ma petite amie, ou j'ai partagé avec un copain, ou etc. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui jouaient à deux, d'une certaine manière, alors que le Fahrenheit était single player, Heavy Rain était single player. Et ce feedback était présent sur Fahrenheit, mais encore plus fort sur Heavy Rain, à tel point qu'on s'est dit, on n'a absolument rien fait pour ça, c'est pas quelque chose qu'on a cherché à provoquer, ou on n'a jamais travaillé dans ce sens-là, d'aucune manière. Mais c'était un retour qui a été absolument massif. Il est rare qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit j'ai joué à Heavy Rain, sans que la deuxième phrase qu'il nous dise, ce soit j'y ai joué avec ma femme, ou avec ma petite amie, ou avec un copain. Parfois avec ma mère, parfois avec ma grand-mère, parfois, enfin bon, c'est vraiment étonnant. Et l'histoire était toujours la même, c'est-à-dire que le joueur nous racontait, voilà, moi je suis gamer, j'ai acheté le jeu, j'ai pris la manette, c'est moi qui joue, mais cette deuxième personne était à côté de moi sur le canapé, et ah tiens, c'est quoi ce jeu? Bah tiens, c'est pas comme les jeux auxquels tu joues d'habitude, tiens, il y a une histoire, ah tiens, fais ci, fais ça. Et tout à coup, il y a une étrange relation qui se passe où les décisions sont prises à deux, et il y en a un qui joue un peu le marionnettiste, ah, fais ci, fais ça, et puis l'autre qui exécute. Et les gens avaient un retour vraiment extrêmement positif sur cette expérience en disant on n'a jamais partagé un jeu à deux avec ma petite amie, c'est la première fois c'est la première fois qu'on le fait. Et c'est vrai qu'on a commencé Beyond, on est parti, et au milieu du développement, on se dit une seconde. On a un personnage, on a une jeune femme qui est Jodie Holmes, et on a une entité. On a deux personnages. Est-ce que ça ne serait pas une idée de voir s'il n'y a pas un intérêt, pour le coup, à essayer de faire jouer deux personnes, non pas une qui regarde et l'autre qui contrôle, mais deux personnes qui contrôlent. Donc on a un peu réfléchi à l'idée, on a testé pas mal de choses, on a implémenté une version pour voir un peu ce que ça donnait, d'avoir un pad qui contrôle l'entité, un pad qui contrôle Jodie, on switch de l'un à l'autre de manière relativement simple et on peut jouer à deux personnes où on contrôle à tour de rôle un des deux personnages. Et on est allé faire pareil des user tests, et ce qu'on a vu nous a beaucoup surpris, c'est-à-dire qu'on a vu des gens qui étaient sur le canapé, là, assis l'un à côté de l'autre en train de jouer, puis qui s'engueulaient, qui discutaient, qui dialoguaient, fais ci, fais ça, et c'est mon tour. Et il y avait une vraie interaction sociale dans le cadre de l'histoire et de l'expérience qui se passait, et que nous on a trouvé pour le coup vraiment intéressante et vraiment originale et vraiment novatrice. Mais la deuxième chose qu'on a assimilée aussi en cours de développement, c'était aussi de dire qu'il y avait des gens qui ne jouaient pas parce qu'elles n'étaient pas habituées à ce pad DualShock. Alors pour tous les gamers, ce que je dis n'a aucun sens, puisque tout le monde sait ce que c'est qu'un pad DualShock, on connaît les boutons par cœur, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont pas nés avec un pad DualShock dans les mains, et c'est un bout de plastique assez rébarbatif. Quand on n'a pas l'habitude, il y a des boutons partout, on ne sait pas trop comment ça se tient, il y a des deux sticks, enfin c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Or nous, cette idée de jouer à deux, c'était aussi de faire jouer des gens, et notamment un public féminin, qui n'est pas un public de hardcore gamer, qui n'a peut-être pas l'habitude de ce pad. Et donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour trouver une manière de leur permettre de jouer qui soit un peu plus accessible. Et on est tombé tout simplement sur toutes les surfaces tactiles, c'est-à-dire que ce soit des téléphones mobiles ou des tablettes, en se disant est-ce qu'il n'y a pas moyen, c'est un mode d'interface qui est maintenant extrêmement familier de tout le monde. Tout le monde a un téléphone tactile ou presque. Est-ce qu'on ne peut pas jouer, utiliser ces appareils-là pour jouer à Beyond sur PS3 ? Et donc on a commencé à réfléchir, à prototyper, à se poser la question de savoir comment connecter un appareil qui soit iOS ou Android à une console de jeu comme la PlayStation 3. On a trouvé des solutions techniques. Et on a mélangé ça avec notre idée de duo en se disant, bah tiens, on pourrait jouer à deux. On pourrait jouer avec deux pads DualShock en mode gamer, où l'interface est un peu plus compliquée, enfin c'est un vrai jeu vidéo tel qu'on les connaît. Mais on pourrait peut-être aussi jouer avec une personne qui a un pad DualShock en mode gamer, et une personne qui joue avec un terminal iOS ou Android. Et ces deux personnes jouent ensemble, il y en a un qui joue Aiden, l'autre qui joue Jodie. Peut-être qu'il y a deux personnes iOS qui peuvent jouer, deux pads DualShock. Enfin, on peut imaginer toutes les combinatoires possibles. L'idée étant toujours de permettre
à tout le monde de jouer en fonction de son niveau d'expertise et de ses skills, comme on dit en anglais, c'est-à-dire son habitude avec les pads et son niveau de difficulté. Très sincèrement, quand j'ai abordé Beyond, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je suis vraiment parti en me disant, bon allez, maintenant ça suffit les conneries, maintenant je vais faire un jeu vidéo, un vrai. Et je suis vraiment parti comme ça. Alors, et il y a des traces de ça dans Beyond à la fin. C'est-à-dire, je me suis dit, allez, je vais faire le niveau de la neige, je vais faire le niveau du désert, le niveau sous l'eau, le niveau, enfin comme dans tous les jeux vidéo, mais je vais essayer d'avoir une histoire qui fait que tout ça forme quelque chose d'un peu plus cohérent et que ça soit pas artificiel qu'on passe d'un niveau à l'autre. Donc je suis parti avec ça en tête. Je me suis dit, ah, il y a des mécaniques maintenant, il y a une entité, l'entité elle sait faire ci, ça, allez, c'est parti. Et sincèrement, vite, j'ai tourné en rond, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas refaire ça, quoi. Et je suis revenu sur ce en quoi je crois, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'utiliser ces codes, c'est vrai, mais de les détourner, les utiliser autrement. Il y a tellement de jeux qui font déjà ça très bien. J'ai pas besoin d'en rajouter un. Essayons autre chose, prenons des risques, essayons des choses qui n'ont peut-être pas encore été tentées comme ça, et voyons ce que ça donne. Et aujourd'hui, à mon âge vénérable, j'ai 44 ans, aujourd'hui c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre des risques, c'est d'essayer des choses, quitte à me planter, hein, ça fait partie de la prise de risque. Hein. Si on était sûr de tout réussir à chaque fois, il n'y aurait pas de risque. Mais de me dire, qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas encore été fait de cette manière-là. Et je pense que c'est une partie de ce qui a conduit le travail sur Beyond. On a commencé Beyond avec un compositeur qui s'appelle Normand Corbel, qui est un compositeur canadien qu'on a rencontré sur Fahrenheit. C'était un des proches collaborateurs d'Angelo Badalamenti. Et il avait fait un travail extraordinaire sur Fahrenheit. Quand on a commencé Heavy Rain, on a dit Normand, on se connaît bien, tu nous connais, on a eu plaisir à travailler ensemble. Allez, faisons Heavy Rain ensemble. Et il fait encore une fois un travail, cette fois tout seul, absolument extraordinaire. Voilà. Moi, la bande originale de Heavy Rain, c'est une de mes bandes originales préférées. Et la collaboration a été une expérience extraordinaire. C'était un garçon intelligent, sensible, talentueux, professionnel, adorable. Et j'ai un souvenir extraordinaire de la séance d'enregistrement d'Heavy Rain à Abbey Road. On avait un orchestre de 75 musiciens et lui qui dirigeait. Et voilà, moi j'étais assis sur une chaise derrière lui et j'avais 75 musiciens qui jouaient une musique symphonique pour moi tout seul. Et c'est mon meilleur moment sur Heavy Rain. Et donc quand on se dit, bon ok, on commence Beyond, il va falloir commencer à réfléchir à la musique, on n'a pas réfléchi très longtemps. On a appelé Normand et on a dit, allez Normand, feu, on y va. Malheureusement, Normand est tombé gravement malade. Et voilà, malheureusement il nous a quittés. Très tôt dans le développement, sans avoir eu le temps vraiment de travailler sur le projet. Et voilà, ça a été un moment assez difficile. Et je me rappelle une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, où il me disait c'est curieux, on travaillait sur un jeu qui était sur la mort et sur ce qu'il y a de l'autre côté. Et voilà, moi bientôt je vais le savoir. Et voilà. Bon. Donc on a... Évidemment, il fallait quand même de la musique sur le jeu. On a pris un peu de temps pour se remettre de tout ça et réfléchir avec qui on avait envie de travailler. Et on s'est tourné vers un monsieur qui s'appelle Hans Zimmer, que tous les gens qui s'intéressent un peu au cinéma doivent connaître, puisqu'il a fait une quantité de bandes-son sur tous les grands films de ces dernières années. Et on a en particulier rencontré un compositeur qui s'appelle Lorne Balfe, qui est le compositeur qui a notamment travaillé sur Inception, qui a travaillé sur pas mal de choses avec Hans. Et voilà, on s'est rencontrés, on est allé les voir à Los Angeles, ils ont des studios absolument extraordinaires. Et on a beaucoup parlé du projet, de la vision qu'on en avait, de ce qu'on espérait en termes de musique. Et on a commencé à travailler. Donc la musique est signée Lorne Balfe et produite par Hans Zimmer. Et ça a été une collaboration absolument étonnante,
étonnante. C'est des gens qui ont énormément de talent, énormément d'expérience, qui comprennent très très vite, en fait à qui on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Voilà, on leur donne le script, on leur donne les images, et feu c'est parti. Donc on a quand même un peu parlé des thèmes et de la répartition. C'est un travail qui est assez technique, et beaucoup plus technique que ce qu'on peut imaginer, parfois ce que les gens du film imaginent du jeu. Sur un film, c'est normalement 90 minutes linéaires. Là, c'est plus de 10 heures interactives, c'est-à-dire plus de 15-20 heures de contenu au final. Donc c'est un travail conséquent sur la musique. On a voulu vraiment essayer de trouver un mélange entre de la musique classique. Donc pareil, il y a eu un enregistrement avec orchestre symphonique à Londres, dans un grand studio. Mais cette fois mélangé avec des instruments un peu plus contemporains, avec du synthé, avec des choses un peu plus contemporaines. Et voilà, je dois dire que tout le travail qui a été fait par Lorne a été vraiment, nous a beaucoup surpris et a vraiment donné une toute autre couleur au jeu et vraiment ce qu'on attend d'un compositeur de musique. Le moment que je retiendrai, je crois, quoi qu'il arrive, c'est le moment où je suis avec Ellen Page et Willem Dafoe ici, là, couchés sur la moquette en train de parler du script, et où j'ai un moment où je me dis, j'ai Ellen Page et Willem Dafoe, quoi. Ils vont jouer mon script et c'est moi qui les dirige, et voilà. Ça dure une seconde, hein, vraiment, parce qu'on n'a pas le temps, hein. On n'est pas là, on peut pas être là à se dire, à se regarder, ah, c'est cool, je suis content. Non, non, c'est tout de suite, on est pris dans le tourbillon de ce qu'il faut faire, et puis c'est des gens qui attendent des réponses, avec qui il faut échanger, avec qui il faut travailler, il y a un vrai travail qui est fait. Mais pendant une demi-seconde, je me suis dit, mince, j'ai quand même bien de la chance d'être là et de faire ce que je fais, et voilà. Maintenant, souvent, parfois les gens qui aiment les jeux ne voient pas forcément comment ils sont faits, mais moi les jeux vidéo, en tout cas tels qu'on les fait ici à Quantique, je les vois avant tout comme une immense aventure humaine. Plus qu'une aventure technologique. Technologie, c'est des ordinateurs, c'est des programmes, on travaille, voilà, ok. Mais c'est avant tout une aventure humaine, c'est des gens, c'est des rencontres, c'est du travail en équipe, c'est de se détester, de s'adorer, d'être surpris, d'être déçu, de s'engueuler. Voilà, c'est ça, c'est 3 ans de ça. C'est 3 ans d'essayer de construire quelque chose ensemble à près de 200 personnes et d'avoir un projet commun, de se réveiller tous les matins avec ce projet en tête, avec ces 200 personnes, de se coucher tous les soirs avec la même chose et de vivre ensemble quelque chose pendant 3 ans. Et c'est vraiment un roller coaster, un développement de jeu. C'est vraiment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'euphorie, il y a des moments de déprime complet, il y a des moments de stress, des moments d'angoisse, des moments où on se dit qu'on va jamais y arriver. Et voilà, un jeu, un développement de jeu, c'est tout ça. C'est tout ça. Ça, c'était long. Hein. Ça mérite explication.